Dans la une francophone également, une question. Le Brexit est-il une opportunité pour la langue française? On va en parler avec Bruno Fuchs, qui en est persuadé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Merci. TV5 Monde. Vous êtes député français apparenté Modem, parti centriste de la 6e circonscription du Haut-Rhin. C'est dans l'est de la France, en Alsace. Alors, on va voir bien entendu avec vous quel avenir pour la langue française, ce que ça peut changer d'un point de vue culturel, linguistique, mais aussi économique. Mais d'abord, bien entendu, l'actualité. Ce mouvement des Gilets jaunes dure depuis 6 jours. Il va y avoir une manifestation samedi à Paris, mais il y a un flou qui entoure ce rassemblement, puisqu'il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Peut-être d'abord, vous, quel est votre point de vue sur ce mouvement qui dure maintenant donc, depuis samedi dernier? Alors, c'est un mouvement qui a évolué depuis le samedi. Samedi, il y avait près de 300 000 personnes et des gens qui, assez spontanément, se sont manifestés pour exprimer une forme de ras-le-bol par rapport à la fiscalité. En France, la fiscalité est la plus forte d'Europe. On est à plus de 45% de pression fiscale par rapport au PIB. Et donc c'est vrai qu'année après année, depuis 30 ans, les Français ont une pression fiscale de plus en plus forte. Et il y a une forme de ras-le-bol qui est réelle. Ça, c'est sur l'explication. Mais le mouvement évolue. Il évolue parce que certains commencent à y venir tous les jours. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes dans toute la France, donc ce n'est pas un mouvement extrêmement fort au quotidien, tous les jours. Et donc, on voit très bien qu'il y a certains qui essayent d'infiltrer ce mouvement et de l'utiliser à des fins politiques. Donc aujourd'hui, le mouvement que l'on voit... Qui essaie d'infiltrer ce mouvement? Très clairement, les partis politiques de l'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement national et la France insoumise particulièrement, et les Républicains aussi, qui essaient de pousser un petit peu, de souffler sur les braises, assez clairement, avec des incohérences. Par exemple, la France insoumise demande au Parlement une taxe de 500 millions de plus sur le carbone, et de l'autre va manifester avec les Gilets jaunes. Non, on a bien compris que vous étiez centriste, mais on a du mal à comprendre. Vous soutenez les Gilets jaunes ou vous soutenez le gouvernement d'Emmanuel Macron? On n'est pas en opposition. On a une pression fiscale. On veut depuis le début que la fiscalité de l'essence et du diesel soit à peu près au même niveau pour inciter à ce qu'on consomme beaucoup moins de diesel. Particules fines, en France, c'est 48 000 morts par an. Et beaucoup de maladies, etc. Donc on a une urgence de santé et une urgence, bien sûr, liée à la transition énergétique. Donc nous, moi je soutiens un dialogue avec les Gilets jaunes. La plupart de ces personnes qui se sont manifestées samedi sont venues spontanément et avaient envie de crier leur colère. Mais à l'intérieur, il faut y voir aussi des gens qui ont envie d'instrumentaliser pour créer un conflit fort avec le gouvernement. La presse internationale n'est pas tendre avec le président français Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle trouve qu'il répond mal, qu'il n'entend pas justement la colère et le malaise de ces Français qui sont aujourd'hui dans la rue. Si, nous on entend le malaise. Il y a un malaise réel. Après, c'est quelles solutions on apporte. On a fait beaucoup pour aider les publics les plus fragiles, avec énormément d'aide pour les gens qui ont des revenus les plus faibles. Il y a énormément d'aides qui ont été faites, par exemple pour acheter de nouvelles voitures, jusqu'à 4 000 € d'aide pour de nouvelles chaudières, de façon à changer le mode de consommation. Il faut passer dans l'après-pétrole. Et donc on aide les gens, on les accompagne pour transformer leurs habitudes. Voilà l'idée. Mais sur les Gilets jaunes... Sans taxer Total, par exemple, ou sans taxer non plus le carburant des avions qui consomment beaucoup plus, c'est un vrai sujet, sauf que c'est lié à une convention internationale de 1948 et que pour le taxer, il faudrait renégocier. Peut-être arriver à le faire avec l'ensemble des pays du monde entier. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est que c'est compliqué de le faire dans le contexte légal et contractuel actuel. Alors, on va parler avec vous maintenant, monsieur le député, de la francophonie. Qui dit francophonie dit notamment éducation, étudiants, université. Et il y a eu un coup très dur annoncé lundi par le Premier ministre français Édouard Philippe. Les frais d'inscription pour les étudiants européens, notamment les Africains, vont augmenter de manière impressionnante. On va peut-être voir ces quelques chiffres, plus de 3 000 €, quasiment 4 000 € pour s'inscrire notamment pour un master, ou en licence, en doctorat. En licence, c'est moins cher, c'est près de 3 000 € alors que c'était à peu près 200 et quelques euros. Quel est votre avis sur cette question? Le point de vue, c'est que d'abord, on veut augmenter le nombre d'étudiants de faire leurs études en France. On a 300 000 étudiants étrangers. On voudrait assez vite arriver à 500 000. Mais il y a quand même une réalité économique à minima qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, les 3/4 des budgets, des coûts de frais de scolarité sont payés par le budget de l'État, par le budget de l'État français. Donc il y a un minimum de réalité économique. Vous payez 2 700 €, vous trouvez un emploi après, vous touchez entre 1 000, 1 200 à 3 000 ou 4 000 pour les meilleurs. En quelques mois, vous avez remboursé ces frais-là. Les études privées en études de commerce, c'est 10, 15, 20 000. Aux États-Unis, c'est 20, 40, 50 000. Donc il faut qu'il y ait une norme de réalité économique.
Mais l'objectif avec cet argent, c'est de favoriser l'accueil, parce que l'accueil en France, il faut le dire, n'est pas satisfaisant pour la plupart des étudiants étrangers, et puis augmenter les bourses aussi pour ceux qui en ont besoin. Alors on va maintenant parler donc de ce Brexit, pas tant sur les négociations en cours et les accords qui sont annoncés depuis quelques jours maintenant entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Mais pour vous, c'est une opportunité pour la langue française, Jules. Pourquoi ? On voit bien qu'il y a un glissement de plus en plus dans l'Union européenne vers l'anglais. Il y a 20 ans, il y avait 34% des textes qui étaient écrits en français à la Commission européenne. Aujourd'hui, on est à 6%. L'anglais, c'est 48%. Maintenant, on est à 88%. Donc, on voit bien que si rien n'est fait, tout va vers l'anglais. La plupart des textes ne sont plus traduits. Les sites Internet sont pour la plupart en anglais. Les appels d'offres en anglais. Donc, il y a un glissement vers la facilité, vers la langue d'usage qui est l'anglais. Or, concrètement, comment ça peut changer ? Avec le Brexit, il n'y aura plus aucun pays membre de l'Union qui sera adhérent de l'Union avec l'anglais comme langue d'adhésion. L'Irlande avec le gaélique. Ils ont commencé avec l'anglais, mais ils ont changé il y a peu de temps. Ils sont maintenant adhérents avec le gaélique et Malte avec le maltais. Et donc, il y aura moins de 1% des locuteurs de l'Europe qui parleront l'anglais. L'Angleterre sortant, on peut penser que l'anglais est une langue maintenant concurrente, en tout cas économiquement. Donc, pourquoi continuer à ce qu'on parle l'anglais de façon aussi massive. Mais pourquoi c'est important pour vous qu'on passe de 6% à, par exemple, progressivement 10, 15, 20 pour l'influence ou pour l'économie ? Parce que tout le monde dit que le bassin de population qui va parler le plus le français, c'est l'Afrique. Comment être crédible et légitime en disant aux Africains « apprenez le français » si nous-mêmes, en Europe, on est incapable d'imposer le français à minima comme l'allemand, l'anglais, l'italien ou l'espagnol. Ce n'est pas le français comme langue unique. Mais il faut pousser les langues parlées par les Européens, dont le français. Mais pour finir, là on parle de l'échelle européenne, mais même lorsque Paris organise les Jeux de 2024, il a un slogan qui est en anglais. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer d'abord par défendre le français sur le territoire et dans l'Hexagone ? Alors là, on a une position qui est un peu différente, qui n'est pas intégriste sur l'usage du français, parce qu'on est dans un monde, et le président Macron l'a bien expliqué, dans lequel on prône le multilatéralisme. Contrairement à Trump actuellement, ou d'autres pays qui sont vraiment dans une position très, très nationaliste. Donc il faut intégrer d'autres langues. Si on veut être audible vis-à-vis des anglophones, vis-à-vis des espagnols, il faut aussi être capable de parler leur langue, donc d'attirer dans leur langue. Mais il faut aussi défendre le français avec beaucoup de force. Merci beaucoup Bruno Fuchs, député français donc du Haut-Rhin. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.